comme tu m'as demandé d'apporter un objet, je vais te présenter cet objet et à partir de la présentation de cet objet, j'espère que je pourrai mieux faire comprendre ce que je fais comme poète et performeur. D'accord. Tu as là une image. Cet objet, c'est d'abord une image visuelle. Et il faut savoir que dans les traditions africaines, et c'est probablement vrai partout où on est en situation d'oralité, les images se trouvent toujours dans un entre-deux. Une image se trouve dans un entre-deux, l'entre-deux étant la parole qui a inspiré l'image et l'exégèse de l'image, et le commentaire, l'interprétation de l'image. Bon. L'image est un entre-deux aussi, d'une autre façon, c'est la ligne de démarcation, ou la ligne de démarcation entre le monde connu et le monde à explorer. C'est à dessein que je parle non pas de monde inconnu, mais de monde à explorer. Parce que l'image est une invitation à la recherche, ou une invitation au voyage, comme je crois que c'est Baudelaire qui parlait de ça. Donc, l'image en soi invite à explorer, et l'image se présente comme un seuil qu'il s'agit d'enjamber pour explorer. Alors, cette image est donc entre deux paroles. La parole mère de cette image, c'est un récit, un mythe ou une légende, je ne sais pas comment situer ça, qui raconte justement la naissance de la poésie, et j'ai envie de dire des activités relevant de l'esthétique dans mon groupe ethnique qui se trouve dans la région de Yaoundé, au sud du Cameroun, et puis au nord du Gabon, en Guinée équatoriale, et un petit peu aussi à l'ouest du Congo-Brazzaville. Cet instrument est lié à une histoire dont voici un résumé. Un groupe de personnes, il ne s'agit pas de millions de personnes, c'est peut-être 50 personnes, peut-être 200 personnes, se trouvent dans la forêt équatoriale et cherchent un endroit où ce groupe-là va pouvoir s'installer pour vivre perpétuellement en paix. Mais ce groupe est toujours en marche parce que, au moment où commence cette histoire, où a lieu l'événement qui crée cette histoire, ce groupe-là est déjà dans une sorte de routine de la défaite, de la débandade, chaque fois qu'il rencontre un autre groupe. Et entre deux défaites, si je puis dire comme ça, après une défaite, ce groupe qui a à sa tête un forgeron se trouve dans une situation vraiment désespérée. C'est qu'un matin, le forgeron ne se réveille pas. Et comme dans les temps anciens, on savait faire la différence entre être dans les pommes, être dans le coma, entre être mort, les gens l'auscultent et voient qu'il n'est pas mort et qu'il faut quand même le transporter jusqu'à ce qu'on le réveille, que sais-je encore. Et ce forgeron se réveille après 7 nuits. Et à son réveil, oui ça va, forgeron. Et alors il leur dit, écoutez, je vais vous raconter une chose. J'ai eu une vision, la vision de l'origine de l'univers. Et il raconte que, bon, bien sûr, il fait d'abord une petite mise en place, il faisait noir, il faisait froid, je n'entendais rien, je ne voyais rien, etc., etc. Et voici que ce forgeron entend qu'on prononce son nom. Il ne sait pas d'où vient la voix, mais
il a vraiment une voix comme ça qui l'appelle. Et le forgeron répond et la voix finit par lui dire de se taire et d'écouter et de regarder. Quand la voix lui demande de regarder, le forgeron aperçoit une boule métallique. Et la voix demande au forgeron, la voix dit au forgeron, il y a de l'intelligence dans cette boule. La vois-tu rayonner? Le forgeron dit non. Et le dialogue fait qu'ils se rendent compte que l'intelligence ne rayonne pas parce qu'elle n'en a pas la volonté. Elle n'en a pas le désir. La voix lui dit, écoute, maintenant voilà le désir ou la volonté de rayonner. Mais l'intelligence ne rayonne quand même pas. Et le dialogue dévoile que c'est parce qu'il lui faudrait aussi la force de rayonner. La voix lui dit donc, voici la force. Et là, la boule se met à rayonner, à émettre de la chaleur et émettre de la lumière. Et là, la boule devient très rouge et puis pâlit peu à peu, elle devient orangée, jaune, et puis quand elle est presque blanche, elle explose. Et la substance de la boule se répand partout. Et quand elle se dépose, on voit apparaître les minéraux, les végétaux et puis les animaux. Et là, devant ce spectacle absolument splendide, le forgeron reste bouche bée. C'est extraordinaire ce qu'il voit là. Et là, la voix lui dit, écoute, qu'est-ce que tu vois? C'est de l'harmonie, tout est à sa place, c'est de la beauté. Et alors, le dialogue révèle donc au forgeron qu'il connaît toutes ses défaites parce qu'il n'arrive pas à créer de l'harmonie dans son groupe. Et il faudra donc qu'il imite ce qu'il vient de voir pour créer l'harmonie dans son groupe. Mais comment vais-je faire ça? Demande le forgeron. Et la voix lui fait voir l'ancêtre de cet objet. Ok. Et il lui dit bien sûr des façons de parler à la foule pour la galvaniser, pour l'unir, pour la fédérer, avant de la projeter dans l'action. Et à partir de ce moment-là, le forgeron, qui avait l'habitude de travailler la matière, va être celui qui travaille l'esprit. Et en ce temps-là, le forgeron était considéré comme l'homologue, si tu veux, du principe créateur parmi les humains. Tu avais le principe créateur du cosmos et le principe créateur de la société, de l'organisation sociale, communautaire. C'était en quelque sorte le forgeron. Parce que jusque-là, le forgeron fabriquait trois choses. En fait, avant l'histoire, deux choses très importantes, des outils et des armes, qui permettaient qu'on perpétue la vie et qu'on garantisse la sécurité. Donc la nourriture et la sécurité. Et tu vois qu'il manque un élément, un fait très important pour qu'on ait une culture, il faut aussi la vie de l'esprit. Jusque-là, il n'avait pas la vie de l'esprit. C'est depuis qu'il a contemplé la naissance du cosmos qu'il acquiert les capacités de produire une vie de l'esprit à travers cet instrument. L'homologue, le forgeron est l'homologue du principe créateur parce que, comme le principe créateur, il utilise les 4 éléments
qu'il associe dans des proportions qui relèvent du secret. Alors, le secret, ça renvoie à deux choses. Le secret, c'est quelque chose que je sais et que je m'abstiens de te dire parce que j'ai promis de ne pas divulguer l'information qui est donc la substance du secret. Mais le secret, c'est aussi quelque chose, une trouvaille pour bien faire et qu'on n'arrive quand même pas à communiquer. Tu vois? La personne pourrait te dire comment elle fait ses pâtes à la bolognaise en te disant je mets 1 kilo de ceci, 3 grammes de cela, 3 microgrammes de ceci. Tu vas faire exactement la même chose que la personne t'a dit de faire, mais quand tu goûtes à tes pâtes à la bolognaise, ce n'est pas comme les pâtes de l'autre. Cette personne voudrait vraiment te faire les pâtes comme elle, hein? Mais elle aura beau te parler dans toutes les langues que tu ne sauras quand même pas. Et puis un jour, tu vas inventer ta propre recette. Le truc par lequel cette personne a fait ses pâtes bolognaises, c'est aussi le secret de la personne. C'est son secret. Ouais. Alors c'est ça. Donc le principe créateur a créé l'univers d'une façon qu'il ne peut pas nous communiquer. Comme le forgeron utilise les 4 éléments d'une façon qu'il ne peut pas nous communiquer, mais il fabrique des armes, il fabrique des outils. Mais comme il fabrique de la beauté, mais à partir de ceci, il va apprendre à fabriquer de la beauté, c'est-à-dire de l'harmonie. Rien n'est beau qui n'a pas été harmonieux avant. Alors, cet outil du poète nous montre très bien qu'en fait c'est un outil de forgeron. Tu as d'abord cette tige qui figure le lien entre ceux qui sont dans le monde connu et ceux qui sont dans le monde à explorer. Deuxième chose, tu as donc les 4 éléments. Mais ces 4 éléments, pour le poète qui en général était le fabricant de son outil, de son instrument, ces 4 éléments reposent sur ce chevalet qui est situé quelque part entre le monde connu et le monde à explorer, et c'est le secret du poète lui-même. Et puis, ces caisses de résonance sont un peu la figuration de l'œuf de l'origine du monde, qui a explosé, répandant sa substance pour créer le cosmos comme entité harmonieuse, comme totalité harmonieuse. Et c'est exactement la fonction que jouent ces caisses de résonance, des calebasses. Ce qui sort de là crée une ambiance harmonieuse propre à la divulgation de la parole qui vient du monde à explorer. Et le poète du 10 heures d'épopée est un peu, justement, ce moyen par lequel on explore donc le monde qui n'est pas encore connu. Tu vois que on passe ici de la métaphysique, la création, l'origine de tout, à la cohésion sociale, donc à la politique. Parce que la cohésion sociale n'est jamais un statu quo. C'est des combinaisons, des recombinaisons, des recyclages, qui, jusqu'à ce qu'on obtienne une situation plus ou moins satisfaisante, mais quand cette situation satisfaisante devient lassante, ou que sais-je encore, ou insuffisante, à nouveau des recombinaisons, des recompositions, que sais-je encore. C'est-à-dire que c'est en cela que l'on peut dire que ces poètes traditionnels sont des poètes engagés. Parce qu'ils concrétisent
si tu veux, la métaphysique, et font que leur travail passe de la métaphysique à l'éthique, à la politique. Tu vois. Ok. Donc, ce ne sont pas des poètes comme certains poètes romantiques dont je ne me moque pas. Le poète qui est à l'écart de tout, qui est une sorte de, voilà, un peu, bon, je ne me moque pas d'Antonin Artaud, j'aime beaucoup Antonin Artaud, mais il y a un peu le culte du poète qui est indigent. Non. Les poètes ici, ils vont à la chasse quand c'est l'heure de la chasse. Ils font de l'agriculture quand c'est l'heure de l'agriculture. Tu vois, ils font la guerre quand c'est l'heure de la guerre. Et d'ailleurs, ces poètes-ci, c'est vrai qu'ils parlaient beaucoup de combats, s'accoutraient en guerriers. Ils s'habillaient, pendant leur performance, comme s'habillaient et se tatouaient les hommes allant à la guerre. Et c'est très 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 intéressant. Ceci, pour te dire que c'est un peu ce que je fais, c'est ce qui m'inspire. Je m'inspire de cette façon de faire pour faire de la poésie. D'accord. C'est une discipline artistique empreinte de spiritualité et d'engagement politique. Exactement. Super. Bon, en tout cas, c'est passionnant et c'est aussi très passionnant la manière dont dont tu l'exposes. Et je pense que, à moins que tu aies quelque chose à ajouter, tu as quelque chose d'autre que tu voudrais aborder? Dans ce cadre-ci, rien ne me vient dans l'immédiat, sauf peut-être à dire que je pense que nous vivons une époque, à la Louvière comme ailleurs, où suivre ou subir les événements est un luxe que nous ne pouvons plus nous permettre. Je pense que nous avons épuisé un peu nos cartouches et qu'il faudrait que, à la Louvière comme ailleurs, des citoyens qui sont conscients de la façon dont notre ville évolue, quelles que soient leurs obédiences politiques, en tout cas qu'ils s'entendent déjà pour se mettre d'accord sur un diagnostic, et puis chacun agissant à sa façon. Voilà, donc je pense qu'il est urgent que... D'entrer en action. Oui, déjà, et dans la réflexion partagée. Super. En tout cas, merci infiniment, Maximilien, pour ce témoignage qui est vraiment passionnant, plein d'authenticité, plein de choses intéressantes. Tu seras toujours le bienvenu. Merci. Donc peut-être à une prochaine. Et merci beaucoup. Voilà. Et moi, ce que je peux dire, c'est que, justement, ces gens-ci disent que parole ne vaut que d'être entendue. Et donc, c'est plutôt moi qui te remercie d'avoir jugé utile d'entendre mes modestes paroles. C'était vraiment, en tout cas, des paroles très intéressantes, très enrichissantes, pardon. Merci. Merci Maximilien, peut-être à une prochaine. En tout cas, tu seras toujours le bienvenu sur Drapeau Blanc. Merci beaucoup.